De retour au banquet, les parents de Dan le félicitèrent chaleureusement pour son 7e anniversaire. Lors de son premier mot nord, sa mère lui tendit un cadeau. Il remercia ses parents et ouvrit le paquet. Surpris, il découvrit une broche ornée de l'emblème de leur famille, semblable à celle que ses sœurs portaient souvent. Lily lui conseilla de la chérir, expliquant que cette broche représentait son statut et son honneur au sein de la famille. Les nobles applaudissaient, célébrant son anniversaire et criant joyeusement qu'il était destiné à devenir un homme bien, comme son père. Ses parents lui sourirent gentiment, le remplissant de chaleur et d'amour. C'était la première fois qu'il recevait un message aussi sincère. Les applaudissements résonnaient dans tout le manoir, mais soudain, un grondement puissant venant de l'extérieur fit paniquer les invités. Tout le monde s'inquiéta d'une possible invasion ennemie. DNE se tourna vers son père, inquiet, mais Tarin le rassura calmement. Malgré ses espoirs d'une journée tranquille, un éclat de magie du tonnerre fit vibrer le plafond, et un portail s'ouvrit, inondant la pièce d'une lumière éclatante. Les nobles, effrayés, se demandaient ce qui se passait, quand une silhouette apparut, flottant avant de se poser gracieusement au sol. La silhouette demanda si quelqu'un pouvait vérifier l'heure, s'étonnant que sa grande sœur soit en retard. Les nobles, stupéfaits, réalisèrent qu'il s'agissait d'Arabella. Ils étaient impressionnés qu'elle ait utilisé la magie de téléportation, sachant que même une petite ouverture nécessitait 5 capacités magiques enchaînées. Tous admiraient le talent d'Arabella, mais DNE, agacé, la trouva bruyante et tapa accent grave l'œil. Un autre choc survint lorsque les nobles crièrent d'horreur en apercevant une grande wyverne dans le ciel. Ils réalisèrent rapidement que CLA la chevauchait. CLA, la tête baissée, entra dans la salle de banquet et s'avança, les nobles chuchotant avec admiration, ayant entendu dire qu'elle était une invocatrice de génie. Arabella salua CLA en lui demandant si elle était arrivée. Claire confirma et les deux sœurs se tournèrent vers DNE pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Ensemble, elles s'approchèrent de lui avec des cadeaux. Il remercia Arin avec un sourire ému, plaisantant sur le fait que ses filles ne lui avaient donné qu'une lettre pour son anniversaire, tandis qu'elles prenaient soin de préparer des présents pour leur jeune frère, ce qui fit rire Lily. Dan ouvrit le cadeau d'Arabella et, surpris, demanda si c'était une pochette dimensionnelle. Arabella, fière, confirma qu'elle l'avait conçue elle-même. Elle expliqua que la magie du sous-espace utilisée était de la plus haute qualité, fabriquée par son professeur. Il la remercia sincèrement, conscient de la difficulté d'incorporer de la magie du sous-espace dans un objet. Arabella prit alors une bague et demanda à DNE sa main pour la lui mettre. Il pensa que créer un artefact capable de contenir la magie subspatiale était encore plus difficile. Arabella glissa la bague à son doigt, expliquant qu'elle avait appliqué son code génétique, rendant impossible son utilisation par quiconque d'autre. C'était un artefact unique au monde. Il admirait la bague à son doigt pendant que sa mère commentait une petite vague de mana. Arabella devait avoir utilisé des pierres magiques de la plus haute qualité. Elle corrigea Dan en lui expliquant que s'il imprégnait un peu de mana dans l'anneau, cela activerait le sous-espace, éliminant ainsi le besoin d'une pochette. Elle ajouta que Dan n'aurait plus à se soucier de l'ouverture et de la fermeture d'une pochette, réalisant à quel point le cadeau était précieux. Dan remercia Arabella une fois de plus, comprenant que seuls les riches commandants ou les magiciens nés dans des familles nobles utilisaient de tels objets. Il imprégna donc l'anneau de mana, tandis qu'Arabella expliquait que l'anneau grandirait avec lui, il réussit à ouvrir le sous-espace. Arin et les invités du banquet étaient incrédules. Arabella, tout aussi surprise, s'écria que Dan était vraiment un IUS de génération, l'ayant ouvert encore plus vite qu'elle. Tout le monde le félicita pour son incroyable talent, et Arin fit remarquer que DNE pourrait avoir à la fois un monor et un cercle magique. CLA, à son tour, présenta son cadeau et lui demanda de l'ouvrir. DNE s'exécuta immédiatement et remercia CLA, mais fut choqué de trouver un œuf à l'intérieur de la boîte. Perplexe, il le ramassa et demanda à CLA pourquoi il y avait un œuf. CLA, bégayant légèrement, lui expliqua que ce n'était pas n'importe quel œuf et qu'il devait faire attention. Toujours confus, Dan lui demanda de quel type d'œuf il s'agissait. Ses parents et Arabella avaient l'air tout aussi perdus, mais CLA murmura que c'était un familier. Elle lui raconta qu'en essayant d'invoquer d'équerre, un œuf était apparu à la place. Elle admit qu'elle ne savait pas quel genre d'invocation en sortirait, mais qu'elle savait que c'était incroyablement précieux. Dan regarda l'œuf, se rappelant que les familiers, contrairement aux invocations, étaient des entités distinctes. Une fois invoqué, un familier pouvait rester dans le monde de façon permanente, contrairement aux invocations classiques. Claire murmura que personne d'autre n'était au courant de l'œuf apparu, et lui demanda de garder le secret jusqu'à son éclosion.
Dan accepta, promettant de rester discret. Arabella, remarquant leur conversation, chuchota bruyamment pour demander pourquoi il prenait autant de temps et de quoi il parlait. Ciela se pencha et murmura à Dan qu'elle ne savait pas quand l'œuf éclorait, mais qu'il devait y verser du mana chaque jour, une fois le matin et une fois le soir, pour qu'il le reconnaisse comme son maître. Dan lui assura qu'il veillerait à le faire. Sa mère ria en commentant à quel point les cadeaux de ses sœurs étaient incroyables, demandant à Dan s'il n'était pas content de les retrouver. Il acquiesça, répondant qu'il les aimait beaucoup. Arin appela ensuite ses filles pour exprimer sa joie qu'elles aient pu être présentes, même si au départ, elles avaient dit qu'elles ne pouvaient pas venir. Il leur rappela gentiment de saluer leurs parents. Arabella, réalisant qu'elle avait été si concentrée sur Dan, remarqua finalement leur père et lui demanda comment il allait, s'excusant pour sa distraction antérieure. Arin les embrassa, leur assurant que tout allait bien. Il remarqua chaleureusement qu'elles semblaient en bonne santé et qu'elles avaient fait l'effort de venir pour célébrer l'anniversaire de leur jeune frère. Les deux encouragèrent Dan à bien se reposer, et il acquiesça alors que la famille appréciait leur retrouvaille. Dan remarqua Lila, debout sur le côté, le regardant avec une expression douloureuse. Sentant son regard, il la regarda juste au moment où elle commençait à s'éloigner, se demandant pourquoi elle semblait si seule. Le lendemain, Terran se promenait seul dans le jardin, réfléchissant à combien Arabella s'était révélée remarquable. Elle avait dépassé ses attentes, car en tant que meilleur magicien de l'académie, elle serait un match exceptionnel pour son fils, le meilleur épéiste de la région. Terran savait que l'union de leurs deux maisons créerait une faction si puissante que même la famille impériale aurait du mal à la contester. Une telle alliance garantirait que personne ne pourrait menacer sa maison ou ses enfants. Il résolut de mentionner l'idée d'un engagement entre leurs enfants aînés au cours de ses conversations plus tard dans la journée. Ses pensées furent interrompues par un bruit venant du terrain d'entraînement. Curieux, il se demanda qui pouvait s'entraîner si tôt le matin. Sur le terrain d'entraînement, DNE s'exerçait assidûment avec sa lance, faisant rouler l'arme entre ses mains pour se familiariser avec son poids et son équilibre. Concentré, il se déplaça à pas délibérés, balançant la lance avec diverses techniques à une vitesse impressionnante. Puis, il courut en avant, faisant rouler la lance avec fluidité, avant de s'arrêter pour délivrer des coups rapides dans l'air. Terran, observant à distance, se rendit compte qu'il s'agissait du plus jeune fils de la famille Sagé. Il regarda avec étonnement Dan, qui faisait preuve d'une habileté incroyable, bien au-delà des attentes pour un garçon de 7 ans. Terran fut particulièrement frappé par la maîtrise technique de Dan, ses mouvements étant d'un niveau dont même un combattant expérimenté pouvait encore apprendre. Il ne pouvait s'empêcher de se demander comment un enfant si jeune pouvait posséder un tel talent. Rappelant les rumeurs sur le talent extraordinaire de Dan, Terran, qui les avait autrefois jugées exagérées, réalisa maintenant qu'elles étaient vraies. Terran remarqua que le jeu de jambes et la posture de Dan ressemblaient à ceux d'un épéiste. Incrédule, il se demanda si Dan avait également commencé à étudier l'escrime si jeune. DNE s'arrêta soudainement et, levant son bras, cria à celui qui l'observait, réalisant qu'il avait été découvert. Terran, sortant de ses pensées, entra sur le terrain d'entraînement. S'excusant d'avoir observé Dan sans se faire remarquer, il salua respectueusement le duc. Malgré la rancœur de leur précédente rencontre, en tant que plus jeune fils de la famille Sagé, il garda son sang-froid et offrit au duc un salut courtois. Terran lui avoua être fasciné par l'entraînement de la nouvelle étoile montante de Sar. Pour se faire pardonner son erreur antérieure, il ajouta que Dan avait déjà été pardonné, ce qui surprit Terran et lui fit penser que le jeune homme avait du courage. Il remarqua alors comment son corps ne tremblait pas malgré un entraînement aussi intense, se rappelant qu'il n'avait pas commencé à s'entraîner à cet âge. Terran complimenta ensuite la technique de Dan, la qualifiant d'excellente, et nota qu'il avait clairement hérité du talent d'Arin. Le jeune homme répondit que sa lance avait été soigneusement préparée pour lui par son père. Il s'inclina respectueusement, exprimant sa gratitude à Terran pour avoir reconnu son arme. Terran sourit, sachant que c'était la réponse parfaite, cela lui rappelant son propre fils qui, jeune, avait également montré de bonnes manières, mais pas à ce niveau. Terran commença à envisager l'idée d'un mariage entre leurs familles. Il mentionna que sa fille, Léa, s'était également entraînée à l'escrime et suggéra qu'ils pourraient devenir de bons amis une fois à l'académie, puisque leurs âges étaient similaires. Dan répondit qu'il veillerait à s'entendre avec elle. Terran, riant, fit l'éloge de sa franchise, remarquant qu'il semblait l'avoir dérangé pendant son entraînement. Alors que Terran se tournait pour partir, il se souvint soudain de quelque chose et demanda à Dan s'il s'était entraîné à l'escrime. Cette question le prit au dépourvu, réalisant que ses habitudes avaient refait surface sans qu'il s'en aperçoive.
Il n'était pas surpris que Terran l'ait reconnu, et il répondit qu'il n'avait pas réellement pratiqué l'escrime, bien qu'il ait lu des manuels sur les techniques de base, insistant sur le fait qu'il ne s'était jamais entraîné formellement. Terran reconnut sa réponse mais la trouva étrange. Il ressentait quelque chose de brut et de puissant dans le combat du jeune homme, mais en le voyant sourire, il rejeta l'idée que Dan n'était qu'un enfant. Il commenta alors qu'il avait passé trop de temps sur leur simple rencontre, et dit qu'il verrait Dan plus tard. Dan, respectueux, souhaita à Terran un bon voyage de retour avant de partir. Terran conclut en lui disant que s'il visitait la capitale, Terran devait le rechercher, car il souhaitait rembourser l'hospitalité qui lui avait été offerte au château du comte et s'était personnellement intéressé à lui. Dan promit respectueusement de lui rendre visite pendant que Turman partait. En souriant, Dan se demanda si Turman se souvenait de lui. L'idée de vaincre quelqu'un qu'il avait déjà battu l'excitait. Il jura de se préparer étape par étape, convaincu qu'un jour il réussirait à vaincre Tur dans cette vie. Un instant plus tard, quelqu'un l'appela pour lui dire qu'il était temps de revenir. Il vit Herman et lui demanda s'il l'attendait. Herman répondit que son devoir était de répondre à ses besoins auprès des ombres. Il lui tendit une serviette, et Dan le remercia, réfléchissant brièvement si Herman devrait suivre une formation en assassinat ou en furtivité, car il semblait assez talentueux. Dan demanda alors à Herman s'il avait raison de deviner que tout le monde était occupé. Herman confirma, disant que les préparatifs pour le deuxième banquet étaient en cours et que de nombreux nobles avaient déjà commencé à arriver. Dan se rappela alors que plus de 30 familles nobles ne pourraient pas arriver à la date exacte. Il se souvint également de ses sœurs et posa des questions à leur sujet. Herman répondit qu'elles avaient ouvert une porte de téléporteur ensemble et étaient parties pour l'académie, expliquant qu'elles n'avaient pas le choix à cause des prochains examens de mi-session. Dan exprima une certaine déception, mais reconnut que c'était ce qu'il fallait faire et suggéra qu'elle reviendrait. Herman acquiesça immédiatement, et Dan se dit qu'il devrait jeter un œil au cadeau que ses sœurs lui avaient offert plus tard. Le majordome et sa femme de chambre l'aidèrent à se préparer pour le deuxième banquet. Il sortit ensuite pour saluer les nobles présents, engageant des conversations, les divertissant et dînant avec eux à mesure que d'autres nobles arrivaient. Après quelques heures, épuisé, il sortit du jardin, réfléchissant à la fatigue de la vie d'un noble. Bien qu'il sache que son emploi du temps était plus chargé que d'habitude à cause de son anniversaire, il était heureux de trouver un peu de paix dans le jardin. Il remarqua combien le jardinier avait magnifiquement cultivé les fleurs et ressentit un étrange sentiment de calme en les admirant. Il se souvint d'Arabella disant un jour que les fleurs contiennent le plus de mana dans la nature. Alors, il se pencha pour les examiner de plus près, pensant qu'il avait suffisamment de temps pour analyser leur mana. Il ferma les yeux pour se concentrer et commença à analyser le mana des fleurs. Malgré son entraînement, il ne remarqua pas de développement significatif dans sa magie ou ses capacités d'invocation, le laissant incertain quant à ce qu'il devait prioriser. Après plusieurs minutes, il ouvrit les yeux, pensant qu'avoir trop de talent pouvait être gênant. Il fut surpris de voir clairement les fleurs de mana devant lui, n'arrivant pas à croire qu'une si petite fleur contenait un flux d'énergie aussi puissant. Il savait que si quelqu'un pouvait exploiter le flux de mana de la nature et se l'approprier, il pourrait s'installer dans son corps et former un cercle magique. Il remarqua que son affinité pour le mana était énorme, et il pouvait voir quelque chose que la plupart des gens ne pouvaient ressentir qu'avec leurs 6 sens. Fixant le mana tourbillonnant dans sa main, il sourit, réalisant que ce qui était autrefois un faible aperçu était maintenant beaucoup plus clair. Soudain, alors qu'il était sur le point de saisir le mana, il se sentit surpris et confus par ce qui venait de se passer. À ce moment-là, il entendit une voix se plaignant que son père était trop occupé à parler aux autres, les ignorant complètement même s'il venait d'arriver. La voix appartenait à un homme qui suggéra au garçon avec lui qu'ils devaient simplement montrer leur visage, puis retourner dans leur chambre comme il avait fait la dernière fois. Le garçon hésita à demander à son frère aîné s'ils étaient autorisés à le faire. L'homme, de plus en plus irrité, donna un coup de pied dans les fleurs, les détruisant, et cria avec colère que ce n'était pas leur anniversaire. Alors pourquoi le jeune maître de la famille Serre s'en soucierait-il? Le garçon mentionna alors qu'il pensait qu'il s'était encore égaré, ce à quoi l'homme se plaignit de la raison pour laquelle le jardin était si inutilement grand. À ce moment-là, le garçon remarqua Dan et lui fit signe.